Bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour, Pierre-Luc Bilodeau. En français, s'il vous plaît. Veuillez noter que vous ne devez en tout temps ne pas dévoiler le nom ou la présence de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Par la suite, vous pouvez commencer votre présentation. Bonjour, Caroline Gendron-Lesage, CPA, CA, MBA, et je travaille chez Loranger Gendron-Moxel, cabinet de CPA. Bonjour, Mireille Dubé, MSC, CPA, CA, je suis professeure à l'UQTR. Bonjour, Marie Lamontagne, CPA, CA, MBA, CISA, directeur principal chez Deloitte. Bonjour, Alexandre Barry, CPA, CA, MBA, directeur de certification chez Solus Fidelité Comptabilité. Le succès d'une entreprise dépend entre autres de sa capacité à s'adapter au marché. C'est la situation actuelle de la fermendière. Elle doit savoir allier la tradition depuis 1943 ainsi que la constante évolution des marchés et des demandes des consommateurs. Alors, je vous présente tout d'abord mon équipe, Pierre-Luc Bilodeau, Caroline Thibault et moi-même, Catherine Michaud, du cabinet Bilodeau et Associés. Nous sommes ici aujourd'hui pour le mandat que vous nous avez soumis, soit la préparation d'un rapport préliminaire et l'analyse de différents projets. Tout d'abord, le projet de saucisse sans boyau qui a été soumis par le nouvel actionnaire. Ensuite, l'application des normes comptables pour les différentes transactions qui ont lieu au cours de l'année. Et finalement, l'amélioration de la gestion de la production. On va y aller tout d'abord avec une analyse de la situation actuelle de la fermendière. Je sais que vous en avez vu plusieurs, mais on va réitérer sur les points les plus importants. Alors, tout d'abord, l'arrivée de Julien, qui est une force étant donné que ça a amélioré le rendement et ça a optimisé les processus et la gestion des ressources. Ensuite, le contrat à long terme de 3 ans qui a été signé avec Ali+, qui garantit 20 000 lots de 100 kg par année pour 3 ans. Et finalement, la nouvelle technologie, soit l'emballeuse à atmosphère contrôlée, qui permet d'améliorer et d'allonger la durée de vie de vos produits. Les enjeux internes, alors il y a tout d'abord la marge brute qui a diminué légèrement alors que le chiffre d'affaires a nettement augmenté suite au contrat Ali+, entre autres. La diversification des produits, étant donné que présentement, c'est uniquement des saucisses standards qui sont vendues. Et finalement, les distributeurs, vous allez rejoindre un grand nombre de distributeurs au sein du marché et il y a peut-être moyen d'optimiser les produits qui sont vendus chez les différents distributeurs. Pour ce qui est des occasions, il y a évidemment le virage santé qui touche tous les consommateurs et qui désirent manger plus santé et moins gras, ainsi que la consommation moyenne de produits de charcuterie qui va augmenter pour le revenu qui est alloué à cette consommation-là pour chacun des consommateurs en épicerie. Finalement, la menace qui est le pouvoir d'achat des clients, ce qu'on veut dire par là, c'est le montant qu'ils sont prêts à attribuer pour l'achat de charcuterie et également la réactivité qu'ils vont avoir dépendant les changements de prix qu'on va affecter à nos produits. Alors, dernièrement, un des propriétaires, Julien, vous a parlé de faire un investissement innovateur, soit d'investir dans une machine capable de produire des saucisses sans boyau. Donc, nous avons, à votre demande, évalué le projet. Il se présente les hypothèses qu'on a posées pour l'évaluation du projet, tirées des données que vous nous avez remises. Alors, tout d'abord, la durée, qui équivaut à la durée de vie de la machinerie, qui est sur 20 ans. Ensuite, la capacité théorique de la machine est de 70 kg par heure. Par contre, selon les données réelles que nous avons, les capacités réelles sont seulement de 55 kg par heure. C'est donc selon ces capacités que nous avons évalué le projet. Ensuite, le taux d'impôt utilisé de 25 %. Le taux d'actualisation est de 4 %. Au niveau de la valeur de revente, eh bien, on va utiliser la valeur de revente sur 20 ans, puisque c'est la durée du projet, soit 50 000 $, et la croissance estimée des 4 premières années de 10 %. Donc, laissez-moi tout d'abord vous expliquer d'où est-ce qu'on tire notre taux d'actualisation de 4 %. Alors, on est tout simplement allé au prorata de l'équité ainsi que de la dette. L'équité a été évaluée à un taux de rendement de 10 % puisque le taux d'endettement actuel du marché est à 8 % et on sait qu'un rendement de l'équité est toujours un peu plus élevé, c'est pourquoi le 10 %.
Ensuite, au niveau de l'investissement initial requis, soit l'achat de la machinerie, on parle ici d'un déboursé de 6 millions. Pour ce qui est des recettes, vous nous avez mentionné que les recettes seraient de 15 des ventes des saucisses sans boyau, avec boyau, pardon. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a calculé le volume de ventes tiré des saucisses avec boyau précédemment. Le coût des ventes était évalué à 14 435 000 et le coût de production par unité tiré des données de votre contrat avec Ali Plus est de 5,40, ce qui fait qu'on en est venu à la conclusion que vous avez produit en 2013 un nombre de kilogrammes de 2 600 000 $. Donc, c'est avec ce chiffre de kilogrammes que nous avons tiré nos recettes. Nous avons donc actualisé avec un taux de croissance de 10 et notre taux d'actualisation de 4 avec un prix de vente de 10 $ du kilogramme et nous avons des recettes de 52 millions pour ce qui est des saucisses sans boyau. Au niveau des coûts, nous avons tout d'abord les coûts de production qui sont tirés de la marge sur coût variable qu'on va vous présenter un peu plus tard dans la présentation. Nous avons aussi un coût de renonciation des ventes de saucisses sans boyau. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on vient un peu empiéter sur les ventes des saucisses avec boyau, qui fait, puisqu'on va prendre ces ventes-là pour faire le 15 de vente des saucisses sans boyau. Et avec notre taux d'actualisation ainsi que de la croissance, nous avons ici une perte de recettes de 19 millions pour ce qui est des saucisses avec boyau. Au niveau de la publicité et de la formation, en fait, c'est des coûts quand même assez moindres relativement au projet qui a des coûts élevés. Donc, on parle de 70 000 et de 80 000 $. La revente de la machine aussi, puisque nous allons l'utiliser sur la durée de vie de 20 ans, est plutôt faible, soit 20 000 $, et les économies d'impôts est élevée, soit 1,2 million. Ce qui fait ici avec un total d'une manne qui est positive à 4,5 millions aux alentours. Toutefois, puisqu'on sait que le projet est tiré sur des hypothèses, donc des données hypothétiques qui peuvent varier à tout moment, nous avons décidé de faire une analyse de sensibilité afin de savoir si le projet serait toujours rentable si jamais il y avait variation dans nos hypothèses. Donc, nous sommes venus jouer sur les données suivantes, le taux d'actualisation, le prix de vente, ainsi que le pourcentage de renonciation des saucisses standards. Au niveau du taux d'actualisation, donc la vanne avait été calculée avec un taux de 4 %. Nous sommes venus l'augmenter jusqu'à 12 et on voit que c'est à ce moment-là que la vanne devient négative à moins 100 000 $. Toutefois, ce que vous devez prendre en considération, c'est qu'avec un taux de 12 on a un rendement sur équité de 234 ce qui est peu probable puisqu'un actionnaire ne demandera pas un rendement aussi élevé. Donc, le projet, avec des taux d'actualisation moins que 12 est rentable. Au niveau du prix de vente, en fait, les détaillants ici vous demandent un prix d'achat de 10 $ du kilogramme. Toutefois, on voit que si on vient baisser de moindre prix de vente jusqu'à 8 $ du kilogramme, ici notre vanne devient négative, soit à moins 800 000 $ ainsi qu'à moins 6 millions. Au niveau du pourcentage de renonciation, en fait, ce qu'on est venu faire, c'est que les parts de vente que vous aviez des saucisses avec boyau qui allaient être occupées par les saucisses sans boyau étaient de 15 %. Toutefois, ce qu'on est venu évaluer, c'est si jamais cette part de vente-là n'était pas juste et qu'on avait une part un peu plus moindre. Donc, on voit ici qu'avec seulement 5 % des parts, notre projet n'est plus rentable et n'est plus rentable à moins 1,8 million. La conclusion qu'on fait avec l'achat de la machine Optimum ici, c'est de l'acheter. Et pourquoi est-ce qu'on vous conseille ça? Eh bien, les chiffres le démontrent par eux-mêmes, l'achat de la machine est rentable. Et non seulement ça, on a décelé quelques problèmes avec le sondage que vous nous avez remis. En fait, 60 % de vos clients trouvaient qu'il manquait de diversification dans vos produits. En plus, 72 % de vos clients se disaient vouloir manger des menus plus santé. Ce qui fait que la machine viendrait dans cette optique. De plus, la machine vous permettrait d'être un leader canadien et de faire un produit innovateur. Vous parliez par la suite de diversifier vos produits également d'une autre façon, soit en incluant des pains de viande sur le marché. Alors, on a calculé pour vous la marge sur coût variable des différents produits. Donc, des saucisses avec boyau, des saucisses sans boyau dont le projet a été anticipé et on vient de vous présenter, et finalement, le pain de viande. Donc, on peut constater que la saucisse sans boyau ainsi que le pain de viande ont des marges sur coût variable qui sont nettement supérieures à celles des saucisses avec boyau. Bien sûr, on pourrait conseiller d'y aller de l'avant et de uniquement jeter tous ses œufs vers les saucisses sans boyau et le pain de viande. Toutefois, la demande n'est pas là. La combinaison que vous avez prévue pour 2014, c'est 75 % pour la première, 15 % et 10 %. Et on vous conseille d'y aller de l'avant avec cette combinaison-là prévue.
De plus, les investissements que vous avez mis en marketing pour justement vos nouveaux produits sont alentour de 10 000 $ pour la première année. Donc, on vous propose même de pouvoir augmenter ces montants-là, compte tenu que la vanne était nettement positive. Donc, c'est pour cette raison-là que pour la première année, on pense que 75-15-6, c'est raisonnable et que par le futur, ainsi qu'avec les efforts marketing, ça va être possible de pouvoir changer ça et de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de la compagnie. Au niveau des normes comptables, Mme Jocelyne nous demandait d'expliquer comment, quelle norme comptable appliquer pour différents traitements comptables pour la liste de modifications comptables qui est ici listée. Pour la première, au niveau de l'agrandissement de l'usine, on a, pour les faits, on a une construction d'1,25 million de $, dont la construction a débuté en septembre 2012, qui s'est terminée en février 2013, qui est financée par un nouvel emprunt de 1,5 million de $. Les normes, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a, pour les immobilisations, les coûts incorporables contiennent les intérêts lors de la construction. Donc, l'impact l'impact des normes pour l'entreprise est de capitaliser les intérêts de l'emprunt qui donne un montant de 23 000 $. La façon de calculer ce montant et les intérêts débiteurs pour l'année 2013 étaient de 56 000 $ sur la proportion réservée durant la construction de la bâtisse de 1,25 million sur 1,5 million, fois le nombre de jours de construction sur le nombre de jours sur la destination de l'emprunt. L'impact de la capitalisation des emprunts est capital. C'est pourquoi vous devez y aller avec la capitalisation des emprunts, puisque le ratio de la couverture des intérêts vient augmenter fortement. Il passe de 2,67 à 5,53, ce qui permet de demeurer au-dessus du ratio de couverture demandé par la banque de 2,5. La deuxième notion comptable concerne les équipements de production. Les faits, on a le transport et l'installation de la nouvelle machine de 35 000 $ qui est inscrite en charge dans les frais généraux. Les normes, ce qu'ils nous demandent, c'est de capitaliser les frais qui amènent l'immobilisation dans son état actuel d'immobilisation. Les normes nous demandent également d'amortir à partir de la date de début d'utilisation ou à partir du moment de début de disponibilité d'utilisation. Donc l'impact des normes, on se doit de capitaliser le transport et l'installation de la machine dans le coût de la machine. L'autre impact, c'est d'augmenter le bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement. Le troisième élément comptable, le contrat avec AliPlus, le contrat d'approvisionnement, c'est un contrat signé qui garantit 200 000 kg de vente annuellement, qui nous donnerait environ pour l'année se terminant le 30 juin des produits de 5,5 millions de $. Actuellement, les ventes de l'entreprise représentent 3,125 millions de $. Les normes, ce qu'ils nous demandent, on pourrait constater le produit sur la différence de 5,5 millions versus le 3,125 si, en raison du contrat qui est signé, un contrat qui est garanti. Toutefois, l'autre option serait de ne pas constater la différence en raison du transfert des risques et avantages qui n'est pas encore transféré. Notre recommandation est de ne pas constater le produit, puisque la constatation doit se faire en fonction des commandes livrées et non en fonction du temps écoulé selon le début du contrat. Un autre élément concernant les provisions pour retour. Les faits, on a il y a un droit contractuel de retour à partir de 10 jours. Lorsque ça fait 10 jours que le produit est livré, il peut être retourné par AliPlus. Les ventes de fin juin représentent 450 000 $. Puis il y a des retours importants de avril à juin qui représentent environ 100 000 $. Les normes nous demandent d'évaluer une provision en fonction de l'historique des retours. Ici, on sait qu'on est actuellement le 16 juillet 2013, donc on n'a aucune incertitude par rapport à ces ventes de 450 000 $. C'est pourquoi il n'y aura pas de provision prise sur ce montant. En
Ensuite, pour ce qui est des honoraires juridiques qui étaient associés à la négociation du contrat, ils ont été portés comme frais reportés, donc c'est un montant qui a été capitalisé à l'actif. La norme, toutefois, spécifie que lorsqu'il n'y a aucun avantage futur qui est associé au déboursé, la dépense ne doit pas être capitalisée. C'est pourquoi le traitement qu'on propose, c'est d'annuler les frais reportés et de mettre une charge de 200 000 $. De plus, le traitement est adéquat étant donné que d'un point de vue fiscal, toutefois, cette dépense-là est déductible sur 5 ans. La dernière notion comptable concerne la dette qui est convertible, l'emprunt de 1,5 million de dollars, qui est non garantie, qui est convertible en tout temps par la banque pour un montant, pas pour un montant, mais bien convertible en 100 000 actions ordinaires. Les normes pour constater cette dette-là sont pour les NCECF, les deux choix possibles sont de capitaliser 100% en dette ou bien utiliser l'approche différentielle qui consiste à évaluer le montant afféré à la dette et y aller par différence en équité. Notre recommandation est d'y aller 100% en dette puisque vous êtes débordé et que cette façon de procéder est beaucoup plus simple. Toutefois, il va falloir faire attention avec la conversion qui est possible, qui viendrait avoir un impact majeur sur le contrôle de l'entreprise par les 3 associés actuels. Au niveau de la fiscalité, on sait que 100% des intérêts sont déductibles puisque le contrat engendre des revenus d'entreprise. Et essentiellement, c'est ça. Au niveau des impacts aux états financiers pour les changements qu'on a apportés, il y en a seulement au niveau des actifs non courants. Donc, les frais reportés passent à zéro suite à nos modifications. Les bâtiments, le fait d'apporter, de capitaliser les intérêts, on fait augmenter ça de 23 000 $. Les équipements de production, le transport et l'installation font augmenter de 35 000 $. Au niveau de l'état des résultats, on passait de bénéfice avant impôt de 173 000 à un bénéfice avant impôt redressé de 30 000 $, principalement en raison des honoraires juridiques qui viennent diminuer de 200 000 $. Le seul montant apporté à votre attention est l'amortissement, qui est évalué en fonction des intérêts de 23 000 $ et du transport et installation de 35 000 $. Le calcul a été fait au prorata des jours qui doivent être évalués. Par la suite, on avait parlé des détaillants plus tôt que le choix pouvait être optimisé et c'est d'autant plus important comme on a vu que les saucisses sans boyau, à ce moment-là, le prix est vraiment capital pour le calcul de la vente. Donc, ce qu'on vous a présenté, c'est les différents détaillants que vous possédez selon les prix présentés en magasin. Donc, comme on sait, Super C, Maxi, Costco et d'autres sont réputés pour faire une pression à la baisse sur les prix pour pouvoir servir un plus grand nombre de consommateurs comparativement à IGA et Métro, par exemple. Donc, ce qu'on vous propose, c'est plutôt de choisir vos détaillants selon les produits. Pour le pain de viande, le prix n'était pas connu, donc c'est sûr que ça va être en fonction de la demande. Mais ce qu'on vous proposait surtout pour les saucisses sans boyau, c'est d'y aller vers les détaillants qui offrent des prix élevés, étant donné que ce ne serait pas possible pour vous de pouvoir rendre ce projet-là rentable en allant vers les bas prix. De plus, on parlait d'une composition de 75, 15, 10, alors qu'on disait que des fois, d'y aller uniquement avec les saucisses sans boyau, ainsi que le pain de viande pouvait être ultimement vraiment rentable. Par contre, comme on le sait, c'est que la demande est importante pour ce qui est des bas prix dans les succursales telles que Super C, et c'est pour ça qu'on vous conseille de continuer d'offrir 75% de la composition pour ce produit-là, étant donné que la demande est très importante. Par la suite, pour ce qui était du contrat Ali+, qui était en négociation, il y avait quelques points qu'on voulait valider avec vous, comme mon collègue vous l'a présenté. On ne constatait pas les produits pour toute l'année en avance, parce qu'en ce moment, le contrat, on avait calculé un certain montant pour toute l'année et présentement, on se trouve seulement à 56% des commandes normales auxquelles on devrait être en ce moment. Donc, c'est sûr que ça peut poser des questions parce qu'on ne sait pas de quelle façon on va être capable de répondre à cette demande-là s'ils venaient à faire toutes leurs commandes à l'intérieur d'un mois, par exemple, dans la prochaine année financière. Alors, tout d'abord, ce serait de voir s'il y avait des pénalités, si j'avais un non-respect du contrat, soit des 20 000 tonnes, oui, qui étaient commandées. Donc, est-ce qu'on pourrait être compensé d'un montant de 6 $ pour chaque commande qui est non effectuée? Par la suite, ce qui serait également possible, c'est un lissage de la production. Comme on sait présentement, c'est en juste à temps que les produits
sont fabriqués. Toutefois, en raison de la nouvelle emballeuse et de la nouvelle technologie dont on vous a parlé plus tôt, comme force de l'entreprise, ça allonge la durée de vie des produits qui sont vendus. Donc, ce serait important de connaître la durée de vie et de connaître en fait la période qui est rajoutée avec cette machine-là. De cette façon-là, ce qui serait possible, c'est de ne plus produire uniquement en juste à temps, ce qui ferait que ça n'embourberait pas non plus la production pour les employés présentement. Ainsi, ce qu'on entend par lissage de la production, c'est donc pendant les temps morts, alors qu'il n'y a pas de commande, ce serait de préparer la commande en avance pour aller plus, étant donné qu'on a une certaine commande minimale à pouvoir les fournir. De cette façon-là, pour nous, il n'y aurait pas de pénalité si on n'arrive pas à remplir la commande et on n'aurait jamais de moment où les employés devraient faire du temps supplémentaire. D'autant plus que les employés habitent tous proches de l'usine, aiment beaucoup leur corps de 8 heures de travail, de pouvoir retourner à la maison, donc de bousculer leur qualité de vie ne serait pas idéal, on pense, et ne serait pas bon non plus pour la marque employeur de la Fernandière. Donc, pour conclure, on vous a présenté les modifications pour les traitements comptables. On vous a présenté également d'aller de l'avant avec le projet des saucisses sans boyaux. Et la raison pour laquelle on parlait plutôt d'allier la tradition ainsi que d'allier l'adaptabilité aux demandes des consommateurs, c'est parce que depuis 1948, j'avais dit 1943 plus tôt, eh bien, vous avez su transcender qualité pour vos produits et qualité en tant qu'employeur. Et c'est avec ces décisions-là que vous allez pouvoir poursuivre à maintenir votre part de marché. Si vous avez des questions, nous sommes maintenant disponibles. Merci beaucoup. Je voulais savoir au niveau des intérêts, est-ce qu'il y a un choix? Est-ce que je pourrais ne pas les capitaliser? Ou si je suis obligée? Vous n'êtes pas obligé, mais il est tout à votre avantage de les capitaliser. En raison de, je dirais, l'impact sur le bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement. C'est le dénominateur pour le ratio de couverture des intérêts. Le fait de diminuer ce ratio permet d'augmenter grandement le ratio et du fait même respecter la dose. Vous nous avez pas beaucoup parlé du pain de viande. Beaucoup de la saucisse sans boyau, on comprend qu'on s'en va de l'avant vers la saucisse sans boyau. Juste quelques mots sur le pain de viande. Est-ce que c'est un go ou c'est un no-go pour le projet? On proposait d'aller de l'avant avec ce projet-là, étant donné que ça permet de diversifier davantage les produits offerts par la Fernandière. Et c'est un produit qui demandait plus de temps de production. C'était à peu près 60 minutes par kilo de production, comparativement aux saucisses standards qui sont à peu près de 10 minutes par unité. Donc, c'est la raison pour laquelle, en ce moment, on conservait le 10 % qui était proposé pour les prévisions pour l'année 2014. Et après ça, de voir comment était la réception, la réactivité des clients par rapport à ce nouveau produit que vous mettez en marché, étant donné que c'est complètement différent des saucisses que vous offrez présentement. Au niveau de votre vente sur 20 ans, elle est rentable à 4,5 millions, vous nous dites, mais on met 6 millions sur la table demain matin, ça va me prendre combien d'années pour le payer parce que mon banquier ne voudra pas que je mette ma dette sur 20 ans. C'est un équipement échangeable. Effectivement. Donc, ça prend combien d'années? Le délai de recouvrement de l'investissement, qu'on n'a pas calculé. Par contre, sur 5 ans, la vanne était négative, mais si on fait un calcul rapide en fonction, j'irais de l'avant et je dirais qu'on pouvait rentabiliser l'investissement sur environ 5 à 7 ans, je dirais. La croissance des ventes a été évaluée aux alentours de 10 à 12 % je crois, pour les 4 premières années. Donc, ce qui permettait de rentrer dans Avez-vous l'investissement initial. maintenu un 10 % annuel d'augmentation? Pas à perpétuité. On est allé pour les 4 premières années. Puis Autre on a gardé question ce chiffre. sur la vanne, c'est que vous prenez un taux d'actualisation de 4 %. Vous dites que c'est un rendement mixte entre le rendement de l'avoir des actionnaires et les dettes normales. Et mon rendement de l'avoir, ma dette est à 5 à 8 % tout dépendant. Puis mon rendement de l'avoir est de plus que 10 %. Puis vous prenez 4 %. J'ai de la misère à comprendre où vous avez pris le 4 %. On a également tenu compte de l'emprunt hypothécaire qui était à 3,25 % étant donné que ça fait partie de la structure de financement de l'entreprise. Donc, on est allé avec un prorata de chacun, donc le 3,25 % pour l'emprunt hypothécaire, le 5 % ainsi que le 10 % pour les actionnaires soit supérieur au 8 % qui était le 8 % de la dette si jamais il n'y avait pas l'option de conversion. Donc, ça me donnait 4 % en calculant. Sauf que
L'hypothèque pour l'achat d'équipement, on ne parle pas du tout du même type d'emprunt. L'endettement correspondait à environ 90 à 95% du CMPC et correspondait à moins de 5% de l'endettement, de taux d'emprunt. C'est pourquoi que le taux d'actualisation était aussi bas. Puis rapidement, mon 6 millions, je le finance comment? On proposait de le financer en fait avec un emprunt qui était possible de contracter à la banque. On vous montrait en calculant le ratio de couverture des intérêts qui montait à 5,25. Donc en calculant, en contractant un nouvel emprunt auprès de la banque, ce serait possible de pouvoir couvrir les intérêts, ce qui était d'autant plus avantageux pour vous en allant voir la banque pour pouvoir contracter cet intérêt de 6 millions-là. Vous le montriez où? On ne vous l'a pas montré, mais okay. je vous le démontre présentement. Là, je pensais avoir posé quelque chose. Juste faire attention, on n'est pas susceptible. On n'est pas la Fermandière, on est la Banque. Je m'en ai rendu compte au début de la présentation, ce qui était trop tard pour le modifier. J'ai une petite question avant. Vous prenez la renonciation des ventes saucisses sans boyau. Moins 19 millions. En fait, c'était saucisses avec boyau, le coût de renonciation. OK. Vous disiez dans un de vos honoraires juridiques, 200 000, vous les passiez à la dépense, mais vous disiez que fiscalement parlant, vous les reportiez sur 5 ans. Oui, c'est au niveau fiscal, de tels honoraires sont déductibles sur une période de 5 ans. Oui, de tels honoraires, mais les honoraires, c'était des honoraires de 200 000 pour la signature du contrat avec Ali. Les honoraires dans le cadre d'un contrat sont déductibles immédiatement dans l'année où ils